intérêt. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. L'Organisation de l'Unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à Lagos. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité flétrit cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Je connais l'histoire de France, on me l'a enseigné. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août-septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Tedjen déclare: les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. Et la presse laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guinéens, voire des Guinéens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. Mais si aujourd'hui, des Françaises aient été épousées par des cadres soviétiques, des cadres américains ou allemands, pour que compte lui soit rendu pourquoi ces soviétiques, ces américains, ces allemands ou ces anglais ont été condamnés par les juridictions de leur pays? Voyez-vous, la logique existe. J'ai beau être un pays petit, un pays économiquement pauvre, j'ai à moi la plénitude de la dignité de l'homme, de la dignité d'un peuple. Et j'aimerais voir la France de 1789 défendre la cause juste, légitime de ce peuple-là qui a été agressé et qui a le droit d'appliquer à ses fils traîtres ce que prévoit sa propre loi. Mais ce que je voudrais, s'agissant des Françaises, j'ai été humain, je ne le regrette pas. Je n'ai pas fait ça pour elles. J'ai fait en tant qu'obligation de ma conscience. J'ai même fait une conférence pour exprimer au peuple de Guinée la douleur qui doit être celle de ces étrangères qui ont fait confiance à des Guinéens et qui aujourd'hui sont humiliés par la forfaiture commise par leurs maris au sein de leur propre peuple. Et comme les maris sont condamnés, ils n'ont plus de droits. Ils ont abandonné leurs droits en se mettant contre la liberté, la souveraineté de leur nation. J'ai dit donc, il faut reconnaître à ces épouses tous les droits. Parce que la législation guinéenne ne permettait pas à ces Françaises de revenir avec leurs enfants. Et les parents des traîtres guinéens avaient refusé le retour en France des enfants. J'étais obligé de tenir un meeting
et de faire des circulaires dans tous les comités du parti pour expliquer à l'opinion qu'une telle attitude serait injuste. La Française qui est venue par confiance est aussi responsable de son enfant que le Guinéen, son mari. Et si le Guinéen a pu trahir sa nation, la Française doit avoir le droit, la plénitude de son droit, au moins, de s'occuper de l'éducation de son enfant ou de ses enfants. C'est ainsi, toutes sont venues avec les enfants, et tous les enfants, et aux frais du gouvernement guinéen. Elles sont venues, elles n'étaient pas tristes, elles étaient contentes de la bienveillance de la Guinée. Mais à un moment donné de la lutte contre notre régime, on les a regroupées en association. On s'en sert comme par avant. Elles-mêmes sont victimes et j'ai pitié d'elles. Voilà la vérité. Je serais très heureux que tout journaliste qui voudrait mieux connaître la Guinée puisse venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, messieurs de la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami, Patrice Lumumba, vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés et me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. Alors, je trouve savoir ça, vous avez reçu hier soir à Paris. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre au retour en Guinée à quelques précisions sur le sort de ces maris, par exemple, la notification des décès, des hôpitaux décès, et leur envoi à ces femmes, et l'évertissement véridique sur le sort de ce mari? Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises, avec sous-question précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, est fragile la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit: je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien. Mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit: vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites: il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit: j'obéirai.
Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française, qui pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen, qu'il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande, écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartenu à un gouvernement guinéen, puisque depuis 1957, Dieu merci, je préside aux destinées du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays. Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen. C'est le mépris avec lequel il vous a payé. Donc, quand je dis la presse, ceux qui connaissent la vérité et qui ne veulent pas la rétablir, n'assument-ils pas une certaine responsabilité? Bon. Maintenant, le problème des femmes. Vous avez dit, vous n'avez pas placé sous un angle personnel. Vous avez érigé la défense sous l'angle des droits de l'homme. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300 participants, d'éminentes personnalités de tous les horizons, c'est la Guinée. Et le groupe afro-asiatique, par session, a adopté les résolutions. Ne parlons pas des mouvements panafricains. Donc, le premier choc en Guinée, le voilà. Et un jour, nous apprenons par la presse que l'Assemblée de la communauté a voté une résolution condamnant le gouvernement guinéen pour avoir violé les droits de l'homme. Une fois de plus, c'est le problème permanent. Je voudrais que cette Assemblée condamne un jour la France ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour des problèmes concernant 2 ou 3 personnes ici qui ont été jugées, condamnées par les juridictions d'ici. Je crois que la communauté ne le fera pas. Non, on le fait parce que nous sommes ce que nous sommes. Deuxièmement, ces femmes, à partir de la presse, laissent croire qu'elles sont victimes. Elles sont victimes de quoi? Je voudrais le savoir. Est-ce que leurs maris ont été poursuivis pour délit de presse, pour activité politique? Je voudrais le savoir. Où sont-ils impliqués dans le complot dont la Guinée a été victime? Je voudrais le savoir. Je viens de vous dire que tous ceux-là n'ont été poursuivis que pour complot. Et parmi l'une des femmes, elle se réclame d'un mari. Je vous apprends un secret. Voilà Madame Touré. Elle est là. C'est son oncle. Il s'agit de son oncle, du frère de sa maman. J'ai des parents dans les comploteurs. Chacun d'eux a des parents. Lui, il a des parents. C'est un événement extraordinaire qu'a vécu notre peuple. J'aurais préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte des idées. C'est là mes chers. Personne n'a le monopole de la vérité.
Et la contradiction politique est une essence de dynamisation de la vie dans un pays. Mais pas la trahison. Pas se faire vendre au régime étranger, percevoir des sommes, prendre les armes contre son propre peuple. Ça, c'est l'indignité, la forfaiture. J'en parle toujours avec peine. Que cette femme, si elle était venue à Conakry, dire « Ah, j'ai besoin d'un certificat, j'ai appris ceci et cela », elle l'aurait eu tout de suite. Elle sait comment elle est venue avec les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sait qui a payé les transports. Donc, respect de ces rapports, elle serait venue, elle aurait eu ce qu'elle demandait. Mais elles vont saisir la communauté pour traîner dans la boue la Guinée. Je ne réponds pas. Elles saisissent certains journaux pour nous traîner dans la boue. Je ne réponds pas. Et vous voyez, depuis qu'on est là, à toute interview, on parle de cela. C'est cela qui fait le rapport entre l'Afrique, entre la Guinée et la France. Ne me donnez pas cette impression. Ma volonté est ardente, mon esprit est sain. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour tourner la page, car c'est nous qui avons été victimes. C'est pas vous, c'est nous. Et nous voulons consciemment tourner cette page. Ne pas retenir tout ce qui a été dit de nous ou fait contre nous. Parce qu'il y a eu un changement. Deuxièmement, parce que nous sommes tous conscients des circonstances que nous vivons et des grands problèmes que nous avons à résoudre dans l'intérêt de nos peuples. Je répète donc, le ministère des Affaires étrangères a déjà écrit au ministère des Affaires étrangères de France, informant le gouvernement du sort réservé à ceux qu'on appelle les 8 Français qui pour nous sont tous des Guinéens. Ils ont été condamnés, ils ont été exécutés. Après, on veut encore en savoir long. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pour une Française, c'est de savoir si mon mari vit ou ne vit pas. Parce que la législation française ne peut pas la considérer veuve, la libérer ou lui donner quelques pensions si le certificat n'est pas établi. Mais le gouvernement vous a déjà écrit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant savoir? Qu'est-ce que vous voulez? À moi de poser la question. J'écris au gouvernement avec timbre, avec signature, c'est pas suffisant. C'est du formalisme. C'est du formalisme. Le certificat, chez nous, on a dit, et monsieur, on met le tampon, acte de l'état civil. Mais le papier d'état civil en Guinée est différent de la nomenclature chez nous est différente de la vôtre. Chaque pays. Une lettre officielle d'un gouvernement et un gouvernement n'est-il pas supérieur à tout? Hein? Bon, si vous voulez, je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. J'ai un thème là-dessus. Est-ce que nous construirons l'Afrique en s'entretuant comme des animaux? Oh non! Est-ce que ce constat est Africa, koina nampe koswana, nyonso mpoto keseni, mbambo kampe bikolo.
tokobongisa Afrika na anarchie mpe bakomplo ya bosoba ifo tolimbisanaka po tokende liboso. Afrika ekobonga te soki topesani maboko te. Afrika ekobonga te soki toboyi koremettre tout. L'Afrique centrale est-elle maudite? Voilà une question très complexe. Mobutu, Museveni, Kagame, Laurent Désiré Kabila, Tshisekedi, ce sont là des personnes qui ont joué un grand rôle dans la déchéance de l'Afrique centrale. Qu'il y ait des morts, qu'il y ait d'orphelins, qu'il y ait d'apatrides dans cette région. À qui la faute? L'Afrique centrale est assiégée aujourd'hui par des vautours, des profiteurs qui ne se soucient pas de l'existence de ces populations et de son éveil. Quoi qu'on en dise, Mobutu et Tshisekedi auraient peut-être évité dès le départ l'hécatombe et calmé le jeu s'ils avaient eu conscience de la responsabilité qu'ils avaient sur la déchéance de la région. Leurs interminables conflits et incompréhensions ont certainement ouvert la voie à l'apocalypse. Le Zaïre se distingue d'abord par son gigantisme. Grand comme 4 fois la France, c'est le pays francophone le plus vaste du monde. Ses richesses et ses ressources en minerais de toutes sortes, y compris l'or et l'uranium, le font même parfois qualifier par certains experts de scandale géologique. Depuis 26 ans, Mobutu Sese Seko dirige ce pays où le revenu par habitant est l'un des plus bas de la planète. Ce que l'on pourrait appeler le système Mobutu semble basé sur la corruption la plus totale. Résultat, une inflation de 3000%. Il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Qui corrompt? Dans les relations commerciales, économiques entre le Nord et le Sud. Qui corrompt? Pourtant, le Fonds monétaire international et les États-Unis ont cessé toute aide au Zaïre, car il faut savoir que le montant de sa dette extérieure correspond précisément à la fortune personnelle du maréchal président. Mais ce dernier, refusant tout processus démocratique, toujours candidat à sa propre succession, gouverne sans aucun pouvoir depuis déjà plusieurs mois. Nous l'avons toujours dit, Mobutu doit partir comme préalable pour le véritable processus de la démocratisation du pays. J'ai la légitimité populaire avec moi, ce qui veut dire que j'ai été élu pour 7 ans. Merci pour tout ça, très bien passé. Non, justement, sans dévoiler ce gouvernement qui sera nommé demain, quelle va être en tout cas la première mesure qu'il va devoir? Mais la destruction, vous avez vu, toutes les infrastructures sont une chose. Je crois que la première chose, c'est de reconstruire les infrastructures essentielles pour le démarrage de l'économie. Et le ravitaillement immédiat. Oui, en attendant, parce qu'avec ce qui est arrivé, j'espère que vous savez que ce n'est pas seulement qui ça, c'est toutes les choses. Il faudra absolument, et là, bien sûr, nous faisons déjà l'appel à nos partenaires et amis extérieurs, étrangers, aux nations occidentaux, pour nous venir en aide. Sur le plan alimentaire, il y aura un problème, effectivement, ça, il ne faut pas que... L'intérêt du pays avant tout d'abord. Absolument, absolument. Et j'espère aussi que c'est la vie de tous ceux qui sont de nos amis. Même avant les anciennes querelles, le règlement des anciennes. Non, absolument pas. Non, absolument l'intérêt national. Absolument. C'est important ça. Certains exigent des explications sur les discussions. D'autres veulent entrer pour contrôler ce qui se passe. Beaucoup de Zaïrois estiment en effet qu'il s'agit là de nouvelles combines politiques destinées à les tromper. Les dirigeants politiques et les ténors de l'opposition semble avoir perdu tout crédit auprès de la population. M. Mobutu va finir par rentrer dans la salle et les négociations vont reprendre avec du retard sur l'horaire prévu. Dehors, la tension reste vive. Quant à savoir ce qui se passe à l'intérieur, à l'heure où je vous parle, je ne peux le dire avec certitude. Dans la rue, les Zaïrois ne semblent mettre aucun espoir dans la nomination de M. Tshisekedi, les politiciens apparaissant plus préoccupés par leur éventuelle accession au pouvoir que par la famine qui touche le peuple. Les associations humanitaires appellent pourtant à l'aide urgente. Des Zaïrois vont mourir de faim cette semaine si les discussions interminables continuent à remplacer les actes, avec tous les risques évidents de regain de violence. C'est le terrorisme, ça. C'est du sabotage.
de Mobutu, nous avons peur. Arrivé au pouvoir en 1965, le maréchal Mobutu apparaît d'abord comme l'un des leaders modérés d'Afrique et son pays, un pilier du camp occidental dans la région. Ses pairs n'hésitent pas à l'appeler le grand rassembleur ou même le De Gaulle africain. Une respectabilité qui lui vaudra en 88 l'Oscar de la paix et du développement. À l'intérieur, une autre réalité. Le système Mobutu, répression, corruption. Toute opposition est muselée ou achetée. Seul parti autorisé jusqu'à l'année dernière, le MPR, Mouvement populaire de la Révolution, appelé par les habitants le mouvement des profiteurs du régime. Car au Zaïre, tout est détourné. Or, cuivre, diamants, les richesses du pays sont énormes, mais les Zaïrois meurent de faim, pendant que Mobutu, lui, amasse une colossale fortune, estimée à plus de 2,5 milliards de dollars. L'année dernière, le président s'était engagé à démocratiser le pays, mais les décisions tardent. Trop pour les dirigeants occidentaux qui commencent à prendre leur distance, trop surtout pour le peuple qui se révolte. Mais sans Mobutu et son régime, il ne restera qu'une opposition divisée et 500 ethnies prêtes à s'entre-déchirer. Qu'attendez-vous de la Belgique? Nous attendons de la Belgique qu'elle use de son influence maintenant. Après l'évacuation de ses ressortissants, qu'elle use de son influence dans les milieux internationaux, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour que réellement Mobutu laisse cette conférence nationale souveraine avoir lieu. Il n'est plus question de lui de diriger le Zaïre. Site de la démocratie, autrement dit, campus de l'université de Lubumbashi. Depuis 3 jours, des manifestations d'étudiants s'y déroulent. En cette nuit du 11 mai 90, l'électricité vient d'être coupée. Un commando armé de couteaux et de machettes s'introduit sur le site. Les bâtiments sont saccagés. Il y a des victimes. Combien? On n'arrive pas à le savoir vraiment. Un mort. C'est toujours la version officielle zaïroise. Plus de 130 affirment d'autres enquêtes non officielles. L'opposition zaïroise réclame la vérité. Les critiques deviennent de plus en plus virulentes. Et pour cette vérité-là, je vous dis, mes frères, pour cette vérité-là, moi je suis prêt à mourir. Les relations du Zaïre avec ses pays partenaires se détériorent. Les propos du président Mobutu envers la Belgique ne sont pas tendres à cette époque. Au lieu de s'occuper de leur pays, s'occupent du Zaïre et de son chef. Tout est là, c'est ma tête qu'on voulait. Et ils se sont finalement rendus compte que cette tête, pour la mienne, je la vends et je la vendrai toujours cher, très cher. Vous savez, n'est-ce pas, que quand ce pays pratiquement est par terre, voyez-vous, et il y a ceux qui l'ont mis par terre, ceux-là ne peuvent pas représenter valablement le pays. Alors, comment un pays aussi riche, avec d'aussi extraordinaires réserves, peut-il être tombé si bas? Pour toute la population, c'est un malheur. Mais pour les intellectuels et les ingénieurs, c'est un véritable scandale dont le seul responsable est le président Mobutu. Je touche combien? J'ai mon collègue, même classe belge, qui travaille ici au Zaïre, 35 millions par mois. Moi, je touche 450 000 Zaïre. C'est la merde, il doit partir. De hier soir et de l'ambiance aussi dans les salons du nouveau Premier ministre, M. Tshisekedi. Un Tshisekedi très volontaire et décidé à se battre pour imposer son pouvoir. Cela malgré le fait que le président Mobutu reste en place et que l'ancien parti mobutiste, le MPR, sera dans le gouvernement. Certes, il a dû faire des concessions, il le reconnaît, mais pour lui, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est surtout que je serai un Premier ministre seul responsable devant la nation. Et que c'est ma politique qui va être suivie, non pas celle des membres qui sont là-bas. Certains impondérables politiques de la situation ont fait qu'il fallait absolument passer par cette formule. Parce que nous avons tout fait pour avoir une conférence nationale. Maintenant, nous croyons qu'elle sera encore vraiment souveraine, n'a jamais été. C'est cette conférence qui va décider du sort, disons, qui va, si vous voulez, légiférer sur la transition. Et je crois qu'il appartient à cette conférence, au nom du peuple zaïrois, de se décider sur le sort de M. Mobutu. Mais aura-t-il les moyens de sa politique, les moyens financiers surtout? Vous pouvez être sûr qu'on mettra de l'ordre dans les dépenses de l'État. Il n'y aura pas de gabégie, de penser des choses pour rien. Que ce soit la présidence ou n'importe qui, il n'y aura que des dépenses justifiées et justifiables. Alors, il est évident que nous devrons payer, mais on ne paye pas n'importe qui. Je crois que le premier travail que nous allons commencer par faire, c'est de nettoyer, justement, toutes ces choses-là.
que ce soit la fonction publique, que ce soit l'armée, que ce soit les entreprises de l'État, éviter qu'il y ait des gens qui sont payés pour rien faire. Ça, on commencera par là. On ne va pas commencer à payer les gens tout de suite parce qu'il faudra d'abord mettre de l'ordre dans tout ce qui est service de l'État avant de commencer à voir qui payer et comment payer. Mais comme je viens de le dire dehors, nous faisons appel à la confiance de notre peuple parce que le peuple est témoin de la destruction par le régime de Mobutu du pays et ce peuple ne devrait pas nous demander des miracles. Et nous croyons que, comme nous allons assurer une gestion réellement transparente, le peuple nous fera confiance parce que tout le monde verra ce qui se passe en son nom. Dès que nous avons la confiance, je crois que c'est ce qui est important, nous pouvons alors faire les efforts ensemble et réaliser le redressement de l'économie du pays. Comme prévu, le congrès de l'Union sacrée de l'opposition s'est terminé hier soir par l'adoption, par acclamation et dans l'enthousiasme, d'une motion de soutien à M. Tshisekedi. Membres de l'Union sacrée, réitérons notre soutien inconditionnel à M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, Premier ministre.